Ancienne handballeuse professionnelle. J'ai écrit un livre sur la santé physique et mentale chez les sportifs. J'ai fait toute ma carrière de sportif de haut niveau dans le secret de mon handicap. C'est sûr que ça allait me fermer des portes, remettre ma progression en cause. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires où on va recevoir une athlète avec qui on va rentrer justement dans les vestiaires de sa carrière, dans son expérience. Je suis très heureux de tendre le micro à Simone Thierrot. Salut Simone. Salut Hermano. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Ravie d'être sur ton podcast. Un plaisir pour moi aussi de pouvoir te tendre le micro. J'avais eu l'occasion d'entendre parler de ton histoire en traînassant un petit peu sur LinkedIn et puis ça m'avait franchement touché et du coup je ne pouvais pas ne pas te tendre le micro. Toi, ancienne sportive de haut niveau, reconvertie entre autres en écrivaine. Est-ce que je me trompe ? Alors oui, je suis ancienne handballeuse professionnelle et là, dernièrement, j'ai écrit un livre sur la santé physique et mentale chez les sportifs. Bon, on va pouvoir parler de tout ça, mais juste avant, j'aimerais en savoir beaucoup plus sur toi. Dis-nous tout, qui tu es. On a compris que tu étais ancienne handballeuse professionnelle, que tu as écrit un livre justement sur la santé physique et mentale du sportif, mais toi, Simone Thierot, quel âge as-tu ? Où est-ce que tu as grandi ? Quelle est ton histoire ? Alors oui, donc je suis ancienne handballeuse professionnelle, j'ai dû avoir 31 ans. J'ai grandi à Massy jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait le sport-études au CREFS de Châtenay-Malabry, donc en Île-de-France. Donc voilà, et ensuite je suis allée dans ma carrière professionnelle. Donc je suis passée de ville en ville, j'ai traversé la France, j'ai eu en Allemagne, en Guadeloupe. J'étais internationale. Quand est-ce que tu as découvert le sport et en particulier le handball ? Alors, j'ai découvert le handball, j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 10 ans. Je l'ai pratiqué, mais c'est vraiment par hasard parce que j'en avais jamais vu à la télé à l'époque, c'était en 2003. J'en avais jamais fait à l'école. Et j'avais juste un oncle qui en pratiquait et qui m'avait dit: «Ah bah, t'es gauchère, ça peut être cool pour toi, de faire du handball», et j'y suis allée et ça m'a plu donc j'ai continué. Tu as été trop rapide là parce que tu as découvert le handball, tu es allé et puis tu as continué. Bon, on ne devient pas sportif de haut niveau juste en découvrant le handball. Raconte-nous un petit peu justement tout ce cheminement du jour à 10 ans où tu pousses la porte d'un gymnase et tu découvres le hand jusqu'à tes premiers pas dans le haut niveau. Oui, donc moi, je suis arrivée dans le club de Massy Handball, donc c'était le club de ma ville. C'était déjà un club professionnel pour les garçons, donc car c'est un club qui jouait en Division 2. Et quand j'ai commencé, déjà, je suis dans une équipe où il y a exclusivement que des garçons, même si j'étais en moins de 12 et que c'était en équipe mixte.
Donc de là, je joue, je progresse, les entraîneurs, me font comprendre que je peux avoir un avenir dans le handball. Donc voilà, de là, il y a les sélections qui commencent, toutes les sélections, du département. Donc je suis surclassée avec la génération d'au-dessus, donc les 92, ainsi de suite, jusqu'à être repérée pour le sport-études, être détectée, faire les tests et par la suite, rentrer en sport-études. Comment on est détecté justement pour intégrer le sport-études et puis après du sport-études, comment est-ce qu'on va intégrer des grandes équipes? C'est toi qui fais des dossiers de candidature. Comment ça se passe pour les jeunes justement? Oui, en fait, il y a plusieurs manières de rentrer en sport-études. Me concernant, j'ai été repérée en jouant, par rapport au comité, en fait, tout ce qui est sélection, du département, l'entraîneur du pôle espoir, m'a repérée et voilà, il m'a demandé de venir faire les tests. Il y avait 2 journées de tests. Après, il y avait des tests psychologiques, enfin, pas mal d'étapes et voilà, j'ai fait tous ces tests-là, jusqu'à rentrer au sport-études. Mais après, oui, il y a plusieurs étapes. Il y a des entraîneurs, par exemple, de clubs qui veulent parler de leurs joueurs à l'entraîneur du pôle. Il y a plusieurs manières, d'accéder en sport-études. T'as quel âge à ce moment-là quand tu intègres le sport-études? J'ai 14 ans. Je rentre en quatrième. Ça veut dire quoi pour toi, le sport-études à ce moment-là? Est-ce que tu passes en internat? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors le sport-études, c'était en internat, donc j'y étais toute la semaine. Après ça va, j'étais pas trop loin vu que c'était à Châtenay-Malabry et moi j'habite à Nancy, donc c'est vraiment pas loin, mais j'étais quand même à l'internat, donc je voyais pas du tout ma famille. J'y allais le dimanche soir et je rentrais chez moi le vendredi soir, donc voilà, j'allais au collège la journée et le soir, fin d'après-midi, entraînement. Après il y avait entraînement le vendredi matin aussi. Donc voilà, quand on rentre en sport-études, c'est un chamboulement au début, mais après on s'adapte, très vite. Ça fait quoi pour une adolescente de 14 ans d'avoir ce choix à faire, intégrer sport-études? J'imagine que c'est quelque chose qui te faisait vibrer, mais en même temps, tu as aussi, comme tu le dis, l'éloignement avec la famille, même si vous n'étiez pas très loin. Ça représente quoi à cet âge-là? Moi, je ne comprenais pas trop, ce qui m'arrivait à cet âge-là, hein. C'est juste on m'a dit de venir, donc j'ai fait les tests, j'étais prise, donc je me suis dit: «Bah, c'est cool». Donc je me disais pas, forcément, «Oui, c'est mon avenir, qui est en jeu». Non, pour moi, c'était une expérience, je l'ai saisie et j'y suis allée. Quand tu passes au lycée, tu restes en sport-études? Oui, je suis restée 4 ans en sport-études, donc pendant la période du lycée, je suis également en sport-études, donc c'est vrai que quand on rentre, au lycée, c'est encore une autre étape parce mon lycée, il était un peu loin du CREPS, donc il faut se réadapter à tout ça, mais voilà, enfin, je suis restée 4 ans et c'était franchement, 4 ans, magnifiques. Enfin, j'ai adoré cette période-là. 2 ans de collège et 2 ans de lycée. Pour ta dernière année de lycée, tu n'étais plus en sport-études? Tu étais revenu à un rythme classique? Non, je suis pas revenue à un rythme classique. J'ai signé en club, dans un club. J'ai signé dans un club, donc je suis passée dans le monde professionnel. Et ça représente quoi? Ça veut dire quoi, justement, intégrer un club professionnel à 17, 18 ans? Est-ce que c'était un aboutissement? Est-ce que c'était un rêve? En fait, quand on rentre en sport-études et qu'on travaille, tous les jours le handball pendant 4 ans, on ne doit pas revenir, après ça, à la maison. Non, on veut signer, dans un club, en centre de formation, un contrat pro. Donc pour moi, oui, c'était un objectif, après le sport-études, d'intégrer un club, oui. Tu y restes combien de temps? Après le sport-études, enfin, déjà, j'étais dans plusieurs clubs pendant que j'étais en sport-études et après, le club où j'y suis allée, où je suis allée juste après le sport-études, je suis restée 2 ans et après, j'ai intégré plusieurs clubs comme ça, tout au long de ma carrière. On peut peut-être commencer déjà à parler de ton livre, parce qu'il y a un sujet central dans ce livre, justement, c'est ta condition d'athlète, de sportive de haut niveau, avec quelques difficultés, pour ainsi dire. Je te laisse nous en dire plus déjà sur le livre en lui-même, sur quel a été le besoin de te livrer, d'écrire. En fait, il faut savoir que c'est assez particulier ma situation parce que j'ai fait toute ma carrière de sportive de haut niveau dans le secret de mon handicap. Donc, je suis en situation de handicap et j'en ai jamais parlé, pendant ma carrière. En fait, à la naissance, j'ai eu un arrachement du plexus brachial, donc le médecin a un peu trop tiré sur le bras droit
Donc, ça a cassé le bras tout simplement et j'ai reçu 2 opérations dessus à l'âge de 7 et 8 ans et malgré ça, enfin, en gros, j'ai pas de rotation sur l'extérieur, sur le bras droit. Il y a pas mal de mouvements de la vie quotidienne que je ne peux pas faire et bref, en gros, j'ai gardé cet handicap-là et pendant toute ma carrière, bah, on voyait que j'avais un problème sur le bras ou enfin que j'avais mal au bras, mais j'ai jamais dit explicitement que c'était un handicap. Parce que pour moi, enfin, bon, déjà, je voulais pas d'une étiquette, d'être l'handicapé, de service et en plus de ça, pour moi, j'en étais sûre que ça allait me fermer des portes, remettre ma progression en cause. Donc voilà, et par rapport au livre, il faut savoir que quand j'ai arrêté le handball, donc j'ai arrêté à l'âge de 25 ans et c'est vrai que je suis partie sans faire de communiqué de presse, sans rien expliquer à personne et tout le monde se me demandait, pourquoi j'avais arrêté et 2 ans après avoir arrêté le handball, j'ai fait un communiqué de presse qui expliquait, bah, ma situation, mon handicap et aujourd'hui tous mes soucis de santé et de là, j'ai eu encore plus de questionnements. Les gens, ils voulaient en savoir plus. Donc, de là, bah, j'ai voulu écrire un livre, pour tout expliquer parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions, mais les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils veulent qu'on explique tout en 1 minute, en 5 minutes. Moi, pour moi, c'est pas possible de tout expliquer en 5 minutes. Donc, j'ai écrit un livre et maintenant, quand on me pose, toutes ces questions, bah, je dis aux gens de lire ce livre-là et voilà. Et donc, je réponds bah, aux questions qu'on me pose par rapport à mon handicap, comment j'ai pu faire toute ma carrière avec cet handicap-là. Je réponds aussi sur des questions de salaire, je réponds sur nos conditions en club, je réponds à plein de questions qu'on me pose dans la vie de tous les jours. Je te propose, parce que c'est l'essence même de ce podcast, de revenir justement sur tout ça. Bien sûr, nos auditrices et nos auditeurs pourront aller lire ton livre. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Mais si ça ne te dérange pas, on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Tu parlais de ton handicap déjà. Comment est-ce qu'on fait pour jouer toute sa carrière en cachant ce handicap? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus physiquement ce que ça représente pour toi? On a compris que ton bras droit avait été cassé à la naissance, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails de ce que ça génère pour toi? Quel est le problème avec ton handicap pour toi dans l'utilisation de ton bras? Alors oui, j'ai caché le mot handicapé surtout. Après mon handicap, mon problème sur mon bras, il se voyait, hein, tout le monde le voyait, tout le monde le voyait donc enfin ça je peux pas le cacher, mais après c'est vrai que les sportifs, comme on a tous mal quelque part, on a tous des problèmes, il y en a qui ont eu des opérations, ci, ça. Donc les gens, ils veulent pas se dire: «Oui, elle est handicapée, c'est un handicap». Donc c'était surtout, un problème de vocabulaire tout simplement. Comme le temps qu'on dit pas le mot handicap pour les gens, oui, c'est une blessure comme tout le monde, comme les autres et puis voilà. Pour toi, ça veut dire que tu pouvais vraiment pas utiliser ton bras? Ça voulait dire que tu pouvais pas attraper une balle avec le bras? Tu pouvais pas bouger le bras? Enfin, ça signifiait quoi ce problème à ton bras? Alors, faut savoir que sur le bras, j'ai l'arrachement du plexus brachial, donc il y a plusieurs, mouvements que je ne peux pas faire. Donc, j'ai pas de rotation. Par exemple, sur le bras gauche, j'ai une rotation de 45°. Sur le bras droit, je suis à -5°. Je peux pas tourner, la paume de main vers le ciel. Il y a plein de petites choses comme ça que je peux pas faire. En fait, c'est plus dans le quotidien. Après dans le handball, quand j'étais jeune, quand je jouais en jeune, je voyais vraiment pas, ma différence. Je jouais, bah, j'utilisais que mon bras gauche, en fait. Enfin, j'ai beaucoup compensé sur mon côté gauche toute ma vie. Mais mais c'est vrai que le bras droit, bah, je l'utilisais pas et c'est vraiment quand je suis arrivée dans le monde professionnel que j'ai commencé à ressentir ma différence. Parce que faire des séances, de musculation, tout ce qui était séance physique, même faire du gainage, c'est des choses compliquées, en fait et je compensais beaucoup sur le côté gauche, par exemple, sur le gainage, bah, je m'appuyais sur le côté gauche plus que le côté droit
Et c'était toujours des petites choses comme ça, en fait. Après, pour attraper une balle ou des choses comme ça, j'y arrive, mais c'est plus avec la main gauche. En fait, je faisais vraiment tout avec la main gauche. Et alors tu disais justement, tu as vraiment senti une différence quand tu es rentré dans le monde professionnel, donc quand tu as commencé à jouer en club, surtout avec la musculation, les séances de musculation. Au niveau du jeu, est-ce que ça devenait plus difficile, plus exigeant? Ça demandait encore plus d'efforts? Euh, non, au niveau du jeu, ouais, peut-être en défense, ça demandait plus d'efforts, surtout quand vu que je suis gauchère et que je joue à droite. Donc, quand on faisait des passages de bras ou des 1 contre 1 sur l'extérieur, là, oui, enfin, vu que je peux pas trop mettre mon bras droit, c'était un peu compliqué. Mais non, c'est vraiment sur les séances de physique, tout ce qui était physique, où c'est vraiment plus compliqué, où je dois vraiment utiliser les deux bras. Alors que quand je joue au hand, je tire de la main gauche, je fais tout du bras gauche et ouais, je sollicite plus mon côté gauche, oui. Et qu'est-ce que ça a généré tout ça justement pour toi en tant que sportif professionnel? Si tu en es venu à écrire un livre justement sur la santé physique et mentale du sportif, j'imagine que ça a eu un certain impact. Ouais. Oui, déjà, quand j'étais jeune, on ne me parlait jamais de mon bras. Quand je suis arrivée dans ce premier club où j'ai signé par la suite, après 2 soirées études, j'ai commencé à avoir beaucoup de questionnements sur mon bras. J'ai eu pas mal de moqueries, pas mal de réflexions tout le temps sur mon bras. Enfin, ouais, pas mal de réflexions, pas mal de moqueries, donc ça joue sur la santé mentale. Et après, par la suite, j'avais cette sensation, j'avais vraiment peur de retourner dans un autre club et me dire que ça va continuer dans un autre club, ces moqueries, tout ça. Donc, mais par la suite, quand je suis allée dans un autre club, donc moi après, par la suite, je suis allée dans le sud-est de la France et là, plus personne ne me parlait de mon bras droit, de ce que j'avais, enfin, personne ne me posait des questions. Donc, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre» ou je me suis dit: «Peut-être ça se voit moins, ça se voit plus du tout». Donc voilà, de là, on me posait plus de questions, plus de moqueries, plus de réflexion. Mais voilà, mais par la suite, des mois après, des années après, j'ai appris qu'en fait, les moqueries continuaient, mais c'était plus derrière le dos, en fait. Donc heu, donc c'était encore, autre chose. Ça a eu un impact pour toi au niveau peut-être de ta santé mentale aussi. Comment est-ce que tu évolues après dans ta carrière professionnelle? J'ai cru comprendre que sur la fin de ta carrière, tu avais joué en Allemagne et c'est là que les choses avaient commencé à évoluer positivement pour toi? Positivement, non, pas plus que ça, enfin, ma carrière, on va dire, elle a toujours été, plus ou moins, pareille, j'ai toujours été pris en charge, à travers mes kinés, tout ça. Enfin, j'ai toujours été bien pris en charge. C'est juste que dans mes clubs, à partir du moment où je suis passée professionnelle, donc après mes 18 ans, on m'a jamais, vraiment posé la question, qu'est-ce que j'avais, sur le bras droit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, mes entraîneurs, ils m'ont jamais posé la question. Mais, quand je suis arrivée en Allemagne, c'est vrai que ça m'a changé qu'une personne du staff, vienne me demander, enfin, je vois que tu as un problème sur le bras droit, Simone, qu'est-ce que tu as? Tout simplement. On m'a posé la question et c'est vrai que quand j'étais en France, dans mes clubs pro, on m'a jamais posé la question. On s'est jamais assis avec moi pour savoir ce que j'avais, comment on pouvait arranger, les choses, pour les séances de physique, pour la musculation, jamais. Oui, c'est en ça que pour moi, je pensais que ça commençait à prendre une tournure positive parce que le tabou, entre guillemets, tombait. Le staff est venu vers toi, t'as posé la question, vous en avez parlé, vous avez pu ajuster les choses. Et peut-être que c'est aussi ça qui t'a aidé, non pas à prendre conscience, mais à t'ouvrir sur le fait que tu avais un handicap et comme tu disais, tu as toujours masqué ce mot, tu as toujours caché ce mot pendant toute ta carrière, sauf peut-être justement quand tu es arrivé en Allemagne et que le staff a commencé à s'intéresser à toi et à ce problème. Oui, non, mais après, à ce moment-là, enfin, je parlais pas non plus du mot handicap, hein. Enfin, j'expliquais ma situation parce qu'on me posait la question et aussi, après de là, on a adapté les séances de musculation, s'il y a des choses que je pouvais pas faire, mais aussi c'est pas c'est
Quand j'étais en Allemagne, j'étais plus sur la fin de ma carrière. Du coup, j'avais 24 ans. Donc, j'avais un CV, je venais de faire un championnat du monde, j'avais joué en D1 en France. Donc, peut-être aussi que c'était beaucoup plus simple pour moi d'en parler comme ça. Alors que si je disais ça quand j'avais 18 ans, il fallait parler de club en club, à dire oui, Timone, elle est handicapée, ou la prenez pas, ceci, cela, elle pourrait pas faire ci ou ça comme exercice, enfin voilà quoi. Et tu disais aussi que dans ton livre, tu abordes le sujet notamment du salaire. Dans ce podcast, mon objectif, c'est de donner la parole aux sportifs et sportifs de haut niveau pour savoir justement comment est-ce qu'on finance sa carrière. Toi, en tant que joueuse, comment est-ce que tu finançais ta carrière? Comment est-ce que tu vivais au quotidien? Il faut savoir que le handball, c'est un sport professionnel. Donc, normalement, quand on a un contrat, voilà, on est payé, voilà, c'est professionnel. Après, c'est pas des sommes astronomiques, hein. Moi, je sais que, vu que j'ai toujours été étudiante en faisant du handball, j'avais ma bourse. Et vu que en plus j'habitais loin de chez ma mère, de chez mes parents, donc j'avais un échelon en plus, donc ça m'aidait beaucoup. Mais voilà, enfin, quand on est pro, ça tourne aux alentours du SMIC, même parfois ils te donnent un contrat en temps partiel. Donc, euh, donc voilà, enfin, c'est le handball féminin. C'est pas des salaires astronomiques. Donc j'ai toujours été étudiante, donc j'ai jamais travaillé à côté. J'avais ma bourse, donc ça complétait un peu. Mais moi, j'ai des copines qui sont pros et qui faisaient des petits boulots à côté. J'ai une copine qui faisait du ménage. J'ai une autre copine qui faisait de la livraison pour un fast-food. Donc voilà. Et c'est bien justement ce que je dénonce d'une certaine manière dans le podcast, c'est que être sportif de haut niveau et parfois sportif professionnel, c'est vraiment vivre de et par sa passion, mais c'est pas ça qui te rend riche. Et il y a très peu d'élus, surtout en France. Oui, voilà. Enfin, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Les gens, ils parlent des sportifs de haut niveau, ils pensent tous qu'on est riche, ils pensent tous qu'on est des privilégiés, ils pensent tous qu'on vit bien. Il y en a qui font l'amalgame avec les grands footballeurs. Enfin, faut comprendre que le sport, c'est comme les comédiens. Il y en a un peu qui touchent très, 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 très bien leur vie, et il y en a beaucoup en dessous qui touchent pas forcément bien leur vie. Malheureusement. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui sont là aussi pour en parler, pour témoigner, pour que on se rende compte que être sportif de haut niveau, ça ne veut pas dire rouler sur l'or, et ça veut surtout dire beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation pour vivre de sa passion. C'est ça. Où est-ce qu'on peut justement retrouver ton livre si on veut en savoir plus, si on veut te soutenir aussi, que ce soit avec des petits messages ou autre? Alors oui, le livre L'image du sportif parfait se trouve exclusivement sur Amazon. Ensuite, vous pouvez commenter directement sur Amazon, mettre un avis, ou sinon me joindre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, donc c'est Simone Thierrot. Sur Instagram, c'est SYSI-Thierrot. Donc voilà, sur LinkedIn et sur Instagram. On suivra avec plaisir. Merci beaucoup. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Simone Thierrot que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Simone et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!